dans ma pratique, la narration au cœur de la thérapie, finalement, c'est quoi? Et je vois la narration comme un récit, comme une suite d'événements, où il y a encore un « est-ce » qui manque, la suite de faits. À l'écrit et l'oral, ce sont vraiment les mots que je reprends des définitions précédentes, parce qu'elles sont essentielles. C'est vraiment les mots avec lesquels on jongle. Et pour la question de la thérapie, ce qui est important, c'est d'y voir l'analyse et le soin avec l'idée qu'il doit y avoir une demande d'aide. Sans demande d'aide, le sens du travail thérapeutique n'est pas présent. Hein, parce qu'une thérapie implique au départ qu'il y ait une plainte, que la personne soit dans une formulation de quelque chose qui ne va pas, qui ne lui convient pas, pour ensuite formuler une demande. Et c'est sur la demande de soins qu'on va pouvoir agir. Et donc, si on se dit que la narration, c'est de la thérapie, moi je réponds non. Par contre, je préciserai la chose en parlant de narration en thérapie. Là alors, pour moi, on est sur quelque chose de beaucoup plus juste. Parce que la narration a un effet thérapeutique, en effet, potentiellement. Mais souvent, de se raconter ou de raconter quelque chose, on y voit déjà beaucoup plus clair quand on l'a raconté. Et la narration, du coup, elle a un effet thérapeutique dans la mesure où elle va générer du changement, et un changement idéalement qui fasse du bien. Qui entre en scène dans le domaine de la narration? Forcément le narrateur. Il y a quelqu'un qui va nous raconter l'histoire, soit à l'oral, soit à l'écrit. On aura la narration, qui sera un discours entendu ou quelque chose qu'on aura sous forme de papier ou tablette. Hein. Aujourd'hui, on est aussi fort sur les écrans, mais il y aura quelque chose de plus écrit ou quelque chose de plus oral. Et enfin, le narrateur, ce sont des mots dont on a besoin parce que plus tard, dans l'exposé, je reviendrai avec ces mots-là et c'est qu'on soit bien au clair avec ce qui se dit et de qui je parle. Le narrateur, c'est celui qui reçoit. C'est donc celui qui va recevoir soit le discours parce qu'il va l'entendre, on va le lui livrer à l'oral, soit il va le recevoir par la lecture, okay, donc avec les yeux. Mais tout ça, ça n'a rien d'exceptionnel. Hein. La vie, finalement, c'est une somme d'histoires. Nous parlons en histoire, d'ailleurs. On peut poursuivre en se disant, mais finalement, puisque ce n'est pas exceptionnel que nous sommes histoire de quoi? Ben, les histoires, c'est ce qu'on va amener par nos souvenirs propres, mais aussi par les souvenirs qu'on nous apporte à nous. Ça va des informations sur nous, les souvenirs que l'on a de soi-même, ce qu'on a pu ressentir, ce qu'on a pu voir, ce qu'on a pu entendre nous-mêmes. Ça sera ce que l'autre nous renvoie dans ce souvenir que l'on a, à la fois notre perception sur le moment même dans le souvenir. Je me souviens que tu étais tombé, et j'en avais beaucoup ri, par exemple. Et puis la personne peut nous dire, oui, tu as ri, et d'ailleurs tu as même dit ceci. La personne va nous ramener quelque chose de nous que nous n'avions peut-être pas sélectionné dans notre mémoire pour le relater. Et enfin, donc dans les souvenirs qui nous sont soit propres, soit apportés, il y a aussi l'histoire. Et parfois, cette histoire colle, la petite histoire que nous vivons, nous, colle dans la grande histoire. Et l'histoire, ce sont des faits, et le soi, comme je vous le disais, c'est les émotions, les ressentis, à la fois les miens et ceux de l'autre. Et finalement, alors la narration, est-ce que c'est quelque chose de récent? Eh bien non, rien de neuf. Non seulement c'est pas exceptionnel, mais en plus c'est pas forcément nouveau. Et si l'on se réfère aux évangiles, ce in principio erat verbatum, donc au commencement était la parole, et si on continue dans l'évangile, et la parole était Dieu, ben, au départ était le verbe, mais oui, parce que quand on essaye d'investiguer un peu l'histoire, on se rend compte que depuis très longtemps, les personnes partagent leur vécu, partagent des histoires de leur propre vie. Alors, nous avons évoqué ce passage dans l'histoire, voir un peu d'où ça nous vient. Maintenant, on va aller un peu plus loin dans la question de raconter et se raconter, mais finalement, le narrateur, quel est son moteur? Qu'est-ce qu'il fait qu'il raconte? D'abord, l'humain, il est social. C'est un être social, nous le savons. Le besoin d'être en groupe est essentiel. Et donc, pour se rattacher, pour faire lien, c'est la communication qui sera le plus souvent un biais. Alors, la question du partage à travers la narration, c'est quelque chose qui va nous traverser plusieurs fois dans l'exposé du jour. Okay, donc se raconter des histoires, on le fait aussi dès le plus jeune âge. Quand on voit un petit bébé qui gazouille un peu, on va lui dire, bah alors raconte, et tu racontes une belle histoire. Voilà. Et puis avec le temps, on va lui demander, alors qu'est-ce que tu as fait de beau à l'école aujourd'hui? Et puis l'enfant, lui, il va aimer raconter que madame ceci ou son petit copain cela. Donc l'idée de raconter l'histoire est encore présente sous un autre angle, mais elle est encore présente. Et en fait, toutes ces mécaniques qui permettent d'être dans le lien, d'être intégré au niveau du milieu social, de raconter, de se raconter, d'amener l'histoire de l'autre aussi dans notre propre narration, eh bien ça contribue à se construire une identité. Une identité, c'est pas quelque chose de simple et de figé, c'est quelque chose qui a plusieurs facettes
Et on peut les regrouper en deux grandes catégories, l'identité collective et l'identité singulière. Collective, ça veut dire que c'est ce qui va nous permettre à travers cette identité de nous sentir rattachés à un groupe, de nous sentir appartenir à ce groupe. Donc on est dans la notion d'attachement. Et puis une identité singulière, le singulier c'est un. Mais aujourd'hui, sommes-nous encore dans le un? Moi, je suis aujourd'hui avec vous d'une certaine manière. Quand je passe la porte de mon cabinet de consultation et que je réintègre ma vie privée, je suis quelqu'un d'autre. En fait, j'ai différentes facettes dans mon identité et je ne vous expose pas celle que j'expose à ma famille. De même, à ma famille, j'essaie de ne pas être non plus celle que je suis dans ma profession. Et alors, avec l'avènement des outils de communication et des réseaux sociaux, tels que Facebook, Instagram, Twitter, TikTok et Snapchat, nous permettent d'avoir encore plus d'identité. Vous comprenez, c'est qu'en fonction du réseau sur lequel on se situe aussi, on ne partage pas de la même manière. Donc, la question de l'identité, c'est aussi une question de mémoire, parce que se construire cette identité, ça se fait à travers le travail de mémoire. Donc, ce sont les traces mnésiques. Dans les traces mnésiques, c'est ce dont je me souviens. Par exemple, pour reprendre les petites photos que je vous ai données sur Instagram, pour chaque photo qui a été prise, si on avait du temps, et si nous étions plus intimes, parce qu'il y a aussi cette question-là, je vous raconterai les circonstances dans lesquelles elles ont été prises, parce que ça correspond toujours à quelque chose. Ma mémoire, elle est sélective, parce que je n'en raconterai que certains éléments. Ma mémoire va non seulement sélectionner certaines informations, mais en plus, elle va faire un tri sur les mots. Et donc, vous voyez que la mémoire conditionne beaucoup la question de notre narration. Le narrateur, quand il cherche à se réparer par un travail thérapeutique, de son côté, l'idée, ça sera à l'oral. Moi, je proposerais soit une approche narrative, soit la PET, qui est la Prolonged Exposure Therapy, c'est une exposition prolongée et c'est dans le domaine du trauma. Nous serons sur le travail d'écriture en atelier, on pourra être sur du récit de vie, on sera sur du conte métaphorique, pourquoi pas aussi, mais le récit de vie, ça appartient parfois aussi à l'oralité, donc c'est pour ça que je le mets dans la partie médiane, parce que le récit de vie peut aussi bien se faire à l'écrit que se faire à l'oral. D'ailleurs, dans le métier de thérapeute ou même d'éducateur ou éducatrice, on peut faire une anamnèse, c'est déjà du récit de vie. C'est un peu le fil de l'histoire que la personne va vous raconter pour qu'on fasse connaissance avec elle et avec son vécu. Et dans cette partie médiane qui peut à la fois être dans l'écrit et dans l'oralité, et là vous verrez vraiment que c'est 100% de cette part d'oral et d'écrit, c'est la net thérapie qui est donc aussi une forme de thérapie par la narration et une exposition à travers la narration. Net et PET sont deux outils qui sont plus spécifiquement utilisés dans le domaine du syndrome de stress post-traumatique. Donc le narrateur, encore toujours, 3 niveaux de compétences sont nécessaires pour qu'il puisse rentrer dans ce travail de narration au niveau thérapeutique, je dirais davantage. D'abord, c'est d'avoir la capacité à raconter des histoires. Elle est effectivement universelle parce que nous parlons presque toujours en histoire. Un deuxième niveau de compétence, c'est la capacité à raconter son histoire. Et son histoire, ça amène qu'on va se descendre, qu'on va devoir se recentrer. Ici, l'idée sera plutôt de se restreindre et d'aller sur le soi. Et donc, on ne sera plus en on et on ne sera plus en nous, mais on sera en je. Et le je est un autre. D'ailleurs, un seul autre, vous avez vu tout à l'heure, on en a parlé, nous pouvons être très nombreux dans le même espace, au niveau de la tête, au niveau du sentiment de vie. Et enfin, la dernière compétence importante à pouvoir avoir à sa disposition quand on veut travailler en thérapie par le biais de la narration, c'est d'avoir une capacité réflexive. Ça veut dire qu'on doit pouvoir sortir de son côté figé, ne pas rester focalisé sur la souffrance et sur le malaise, mais d'accepter ce mouvement qui fait qu'on va dans un retour qui va nous permettre de donner une impulsion vers quelque chose d'autre devant, et donc d'accepter le mouvement d'évolution. C'est un autre point important. En gros, la capacité réflexive, c'est accepter de se regarder, de je me regarde, me regarder. Et c'est donc au départ de cette façon que l'on a de pouvoir se mettre en méta, de pouvoir regarder ce qui se passe et d'être dans la réflexion autour de son histoire, en thérapie, qu'on va pouvoir construire un savoir. Et ça, c'est important parce que cette construction de savoir, c'est là que le processus de changement bénéfique intervient. C'est quand on a un savoir. Donnons un exemple, je suis nulle, c'est mon savoir du moment. Et puis quand j'apprends à regarder, à me regarder, moi-même regarder mon histoire, alors je peux parfois comprendre que je suis nulle effectivement dans tel domaine, mais que je suis tellement compétente ou douée, ou en tout cas apte à faire toute une série d'autres choses. Et donc on développe un nouveau savoir, on construit, on étoffe son savoir. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce que c'est du savoir à propos de soi, c'est à propos de la personne qui sera face à nous, avec laquelle on va travailler.
Et puis 3 postures aussi essentielles à avoir, c'est le souci de soi, la fatigue de soi et la production de soi. Et là, on est reparti pour toute une série de données plutôt théoriques. On viendra